Instruction de l'au-delà. Ce fut 3 ou 4 jours plus tard qu'un courrier arriva par la seconde distribution. Miss Marple prit l'enveloppe et fit ce qu'elle faisait toujours avec ses lettres. Elle la retourna, examina le timbre, examina l'écriture, et, constatant qu'il ne devait pas s'agir d'une facture, l'ouvrit. Elle était dactylographiée. « Chère Miss Marple, quand vous lirez ceci, je serai mort et enterré. Pas incinéré, j'ose espérer. Il m'a toujours semblé peu vraisemblable qu'on puisse ressortir de sa jolie petite urne en bronze pleine de cendres si on a envie d'aller hanter quelqu'un. Alors que l'idée de se lever de sa tombe pour le faire me paraît tout à fait envisageable. Le voudrais-je? Qui peut le dire? Il est même possible que je veuille entrer en communication avec vous. Mon notaire a maintenant dû vous contacter et vous exposer certaines propositions. J'espère que vous l'avez accepté, sinon, n'ayez aucun remords, c'est votre choix. Cette lettre devait vous parvenir si mon notaire a suivi mes instructions et si la poste a fait normalement son travail le 11 de ce mois. D'ici 2 jours, vous recevrez un courrier d'une agence de voyage de Londres. J'espère que ce qui vous sera proposé ne vous sera pas désagréable. Je n'en dirai pas davantage. Je veux que vous restiez ouverte à tout. Faites bien attention à vous. Je pense que vous y parviendrez. Vous êtes une personne très habile. Tous mes vœux vous accompagnent. Que votre ange gardien reste à vos côtés et ne vous quitte pas des yeux. Vous pourriez en avoir besoin. Amicalement à vous, J.B. Raffil. 2 jours, s'écria Miss Marple. Elle trouva vraiment le temps long. La poste fit normalement son travail, de même que les demeures et jardins célèbres de Grande-Bretagne. Chère Miss Marple, conformément aux instructions qui nous ont été laissées par feu Monsieur Raffil, nous vous adressons un descriptif de notre circuit numéro 37 des demeures et jardins célèbres de Grande-Bretagne, qui partira de Londres jeudi prochain, le 17 du mois courant. S'il vous était possible de vous présenter à notre bureau, notre collaboratrice Mrs. Sandbourne, qui accompagnera cette excursion, se fera un plaisir de vous fournir tous les détails et de répondre à toutes vos questions. Nos circuits s'étendent sur une période de 2 à 3 semaines. D'après M. Raffil, celui-ci devrait particulièrement vous intéresser, car il passera par une partie de l'Angleterre qu'à sa connaissance, vous n'avez jamais visité, et inclura quelques très beaux paysages et jardins. M. Raffil a pris toute disposition pour vous faire bénéficier des meilleures conditions de logement et de confort que nous pouvons proposer. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous indiquer quel jour vous conviendra le mieux pour nous rendre visite en nos locaux de Berkeley Street. Miss Marple replia la lettre, la mit dans son sac, nota le numéro de téléphone, songea à quelques amis qu'elle avait, en appela 2. La première était partie en excursion avec demeures et jardins célèbres, et ne fut que louange. La seconde n'était pas partie personnellement, mais connaissait quelqu'un qui avait voyagé avec cette agence, et disait que tout était très bien, quoiqu'un peu cher, et pas trop fatigant pour les personnes âgées. Elle composa alors le numéro de Berkeley Street, et dit qu'elle passerait les voir le mardi suivant. Le lendemain, elle aborda le sujet avec Chéri. « Je vais peut-être m'absenter quelque temps, chérie, je pars en excursion. »« En excursion » répéta cette dernière. « Vous voulez dire un de ces voyages organisés à l'étranger ?»« Pas à l'étranger, non, je reste dans le pays. Ce seront essentiellement des visites de demeures et jardins historiques. Vous trouvez raisonnable de faire ça à votre âge ? Ces sorties peuvent être très fatigantes, vous savez, il faut marcher des kilomètres parfois. » « Je suis en excellente santé, répondit Miss Marple, et j'ai toujours entendu dire qu'on prenait soin de prévoir dans ces voyages-là des temps de repos pour les personnes peu résistantes. En tout cas, faites bien attention à vous, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas envie que vous fassiez une crise cardiaque, même en pleine extase devant une somptueuse fontaine. Vous êtes un peu âgé, vous savez, pour faire ce genre de truc. Excusez-moi, c'est peut-être pas très poli de vous dire ça, mais je tiens pas à vous voir passer l'arme à gauche parce que vous auriez trop tiré sur la corde.
« Je sais m'occuper de moi, répondit Miss Marple, non sans dignité. « Très bien, mais faites quand même attention, insista Chéri. Miss Marple prépara un sac de voyage, se rendit à Londres et prit une chambre dans un hôtel modeste. Ah, songea-t-elle, le Bertram, quel bon hôtel c'était! Allons, oublions tout ça. Le Saint-Georges est très bien. À l'heure convenue, elle était à Berkeley Street et fut introduite dans le bureau où une avenante jeune femme d'environ 35 ans se leva pour l'accueillir et se présenta comme étant Mrs. Sanborn, responsable de ce voyage. « Dois-je comprendre, fit Miss Marple, que dans mon cas, le voyage est... » Elle hésita. Miss Sanborn sentit son léger embarras. « Absolument. J'aurais peut-être dû mieux l'expliquer dans la lettre que nous vous avons envoyée. Monsieur Raffil a pris toutes les dépenses à sa charge. »« Vous savez qu'il est mort, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple. « Oh, oui, mais tout ça a été réglé avant son décès. Il a expliqué qu'il était en mauvaise santé et qu'il voulait faire plaisir à une très vieille amie qui n'avait pas la possibilité de voyager autant qu'elle l'aurait peut-être souhaité. » 2 jours plus tard, Miss Marple, munie de son petit nécessaire pour la nuit, sa belle et nouvelle valise ayant été remise au chauffeur, avait pris place dans un car extrêmement confortable et luxueux qui quitta Londres par le nord-ouest. Elle étudiait la liste des passagers insérée dans une élégante brochure qui fournissait le détail de l'itinéraire journalier, ainsi que divers renseignements sur les hôtels, les restaurants, les endroits à voir. Certains jours, on proposait un circuit de rechange qui, bien que le fait ne fût pas souligné de façon explicite, indiquait qu'un des itinéraires était pour les gens jeunes et physiquement aptes, le second mieux adapté pour les personnes âgées, celles qui avaient mal aux pieds, qui souffraient d'arthrite ou de rhumatisme, et qui préféraient rester assises plutôt que de marcher pendant des kilomètres, ou grimper trop de collines. Tout était bien pensé et délicatement présenté. Miss Marple lut la liste tout en jetant un coup d'œil sur ses compagnons de voyage, ce qui n'était pas trop difficile car il faisait de même. Il la dévisageait parmi d'autres, mais personne, pour autant qu'elle pût en juger, ne semblait lui porter un intérêt particulier. Mrs. Risley Porter, Miss Joanna Crawford, Colonel and Mrs. Walker, Mr. and Mrs. H.T. Butler, Miss Elizabeth Temple, Professeur Wanstead, Mr. Richard Jameson, Miss Lumley, Miss Bentham, Mr. Caspar, Miss Cook, Miss Barrow, Mr. Emmeline Price, Miss Jane Marple. Il y avait 4 dames âgées. Miss Marple les nota en premier pour, si l'on peut dire, les éliminer. 2 voyageaient ensemble, elle leur donna environ 70 ans et considéra qu'elles pouvaient en gros être considérées de sa génération. L'une était tout à fait du genre à se plaindre toujours, à vouloir un siège à l'avant du car ou insister pour être derrière, à vouloir s'asseoir côté soleil ou à ne supporter que l'ombre, à vouloir tantôt plus d'air, tantôt moins d'air. Elles avaient des plaids de voyage, des écharpes tricotées et tout un assortiment de guides. Elles étaient légèrement invalides et souffraient souvent ou des pieds, ou du dos, ou des genoux. Mais n'en étaient pas moins de celles que ni l'âge ni les maux ne peuvent empêcher de profiter de la vie jusqu'au bout. 2 vieilles mamies, mais visiblement pas du genre casanier. Miss Marple ouvrit une page pour elles dans son petit carnet. 15 passagers, sans se compter elle-même, ni Mrs. Sanborn. Si elle avait été envoyée dans cette excursion en car, c'est qu'une personne au moins parmi ces 15-là avait une importance quelconque. Être source de renseignements, avoir un lien avec la loi ou une affaire judiciaire, être un assassin même. Un assassin qui aurait déjà tué ou qui s'apprêterait à le faire. Avec M. Raffil, songea Miss Marple, tout était possible. De toute façon, elle devait prendre des notes sur ces gens. Sur la page de droite de son carnet, elle inscrirait ceux qui pouvaient présenter un intérêt.
du point de vue de M. Raffil, et, sur celle de gauche, elle inscrirait ou barrerait ceux qui ne présenteraient d'intérêt que s'ils étaient susceptibles de lui fournir des renseignements qu'il ne serait peut-être même pas conscient de posséder, ou plutôt, s'il les possédait, dont ils ignoreraient qu'ils pouvaient lui être utiles, ou à M. Raffil, ou à la justice avec un grand J. Au dos du calepin, elle pourrait ce soir noter si quelqu'un lui avait rappelé des personnages qu'elle avait connus dans le passé, à Sainte Mary Mead ou en d'autres endroits. Toute similitude pourrait être un indicateur intéressant. Cela avait été le cas en de multiples occasions. Les deux autres dames d'un certain âge semblaient voyager séparément. Elles paraissaient la soixantaine. L'une était une femme bien conservée, bien habillée, d'un rang social important à ses yeux, mais probablement aussi à ceux des autres. La voix forte et dictatoriale, elle avait sa nièce dans son sillage, une fille de 18 ou 19 ans, qui l'appelait tante Géraldine. La nièce, remarqua Miss Marple, était de toute évidence habituée à s'adapter à l'autoritarisme de sa tante. Une fille dégourdie et jolie en plus. De l'autre côté de l'allée centrale, en vis-à-vis de Miss Marple, se trouvait un homme à la stature impressionnante, aux épaules carrées, au corps gauche et lourd, comme s'il avait été mal assemblé avec des grosses briques épaisses par un gamin qui aurait vu trop grand. Son visage semblait avoir été prévu rond par la nature, mais s'être rebellé contre cela en s'affublant d'une mâchoire carrée. La tête massive était surmontée de cheveux grisonnants et ses énormes sourcils broussailleux montaient et descendaient pour ponctuer ses paroles. Quand il parlait, c'était une rafale d'aboiements, comme ceux d'un chien de berger bavard. Il partageait sa banquette avec un étranger brun de grande taille qui s'agitait et gesticulait sans arrêt sur son siège. Son anglais était très particulier, entrecoupé çà et là de remarques en français et en allemand. Le monsieur corpulent paraissait tout à fait capable de soutenir ces assauts d'idiomes étrangers, et passait obligeamment au français ou à l'allemand. Après un nouveau coup d'œil dans leur direction, Miss Marple décida d'attribuer les gros sourcils au professeur Wanstead et le nom de monsieur Caspar à l'étranger agité. Elle se demanda de quoi il pouvait bien parler avec autant d'animation. Mais la rapidité et la force du débit de monsieur Caspar la dépassaient. Le siège qui leur faisait face était occupé par l'autre dame de 60 ans, une grande femme qui avait même peut-être dépassé la soixantaine, mais qu'on aurait remarqué dans n'importe quelle foule. C'était toujours une très jolie personne, aux cheveux gris foncé, roulés haut sur sa tête et qui découvrait un front délicat. Elle avait une voix basse, claire et incisive. Une personnalité, se dit Miss Marple. Pas n'importe qui, ça non, pas n'importe qui. Elle me rappelle Dame Emily Waldron, songea-t-elle tout bas. Dame Emily Waldron avait été principale d'un collège d'Oxford et femme de science réputée. Et Miss Marple, qui l'avait rencontrée une fois en compagnie de son neveu, ne l'avait jamais tout à fait oubliée. Elle reprit son examen des passagers. Il y avait 2 couples mariés. L'un était américain, entre 2 âges, aimable, une femme volubile et un mari qui acquiesçait placidement, de toute évidence des amoureux des voyages et des excursions. Il y avait aussi un autre couple d'âge moyen, anglais celui-là, que Miss Marple inscrivit sans hésitation comme étant un militaire à la retraite et sa femme. Elle cocha sur sa liste le colonel et Mrs. Walker. Assis derrière se tenait un homme grand et mince d'une trentaine d'années, doté d'un vocabulaire hautement technique, manifestement un architecte. Plus loin, vers l'avant du car, 2 dames d'une quarantaine d'années voyageaient ensemble. Elles discutaient de la brochure de présentation et de ce que l'excursion recelait pour elles en matière d'attraction. L'une était brune et mince, l'autre blonde et fortement charpentée. Le visage de cette dernière rappelant vaguement quelque chose à Miss Marple. Elle se demanda où elle l'avait vue ou rencontrée auparavant, mais ne parvint pas à se souvenir en quelle occasion. Peut-être à un cocktail ou assise en face d'elle dans un train,
Elle n'avait rien de bien marquant qui permît de la situer. Il ne lui restait qu'un seul voyageur à jauger, et c'était un jeune homme de 19 ou 20 ans. Il portait les vêtements qui convenaient à son âge et à son sexe, un jean noir serré, un pull à col roulé violet, et sa tête n'était qu'une tignasse démesurée et hirsute de cheveux noirs. Il lorgnait avec intérêt du côté de la nièce de l'autoritaire tante, laquelle nièce, sembla-t-il à Miss Marple, ne semblait pas indifférente. Malgré la prépondérance des vieilles chouettes et des femmes entre deux âges, il y avait au moins 2 jeunes parmi les passagers. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans un hôtel agréable au bord de l'eau, et l'après-midi fut consacré à la visite du château de Blenheim. Miss Marple l'avait déjà visité 2 fois auparavant, si bien qu'elle évita à ses pieds un grand nombre de pas à l'intérieur et ressortit bien vite pour profiter des jardins et de la jolie vue. Quand ils parvinrent à l'hôtel où ils devaient passer la nuit, les passagers commençaient à faire connaissance. L'efficace et vive Madame Sandbourne, jamais lassée de sa tâche de guide, jouait son rôle à merveille. Elle créait de petits groupes, en s'adressant à l'un ou l'autre d'entre eux, toute personne qui semblait laissée un peu à l'écart, par une petite phrase glissée à l'oreille. « Il faut que vous demandiez au colonel Walters de vous décrire son jardin. Sa collection de fuchsias est tellement merveilleuse. » Avec de menues paroles de ce genre, elle parvint à cimenter le groupe. Miss Marple était à présent capable de mettre un nom sur tous les passagers. Gros Sourcil se confirma être le professeur Wanstead, comme elle l'avait supposé, et l'étranger, Monsieur Caspar. La femme autoritaire était Mrs. Risley Porter, et sa nièce s'appelait Joanna Crawford. Le jeune homme à la tignasse, Emmeline Price. Joanna et lui semblaient découvrir qu'ils se rejoignaient sur certains points de la vie, avec en commun des idées bien arrêtées sur l'économie et l'art, et des aversions sur la politique et autres sujets de ce genre. Les 2 plus vieilles mamies se sentirent naturellement des affinités de vieilles mamies avec Miss Marple. Elles s'en donnèrent à cœur joie pour discuter arthrite, rhumatisme, régime, nouveaux médecins, remèdes de médecine douce et remèdes de bonne femme qui avaient réussi là où tout le reste avait échoué. Elles évoquèrent les nombreux voyages qu'elles avaient effectués à l'étranger, en Europe, les hôtels, les agences de voyage et, pour finir, le comté du Somerset où Miss Lumley et Miss Bentham résidaient et où les difficultés pour trouver des jardiniers compétents étaient à peine croyables. Les 2 dames entre 2 âges qui voyageaient ensemble étaient Miss Cook et Miss Barrow. Miss Marple avait toujours l'impression que l'une des 2, la blonde, Miss Cook, ne lui était pas inconnue, mais elle n'arrivait encore pas à se rappeler où elle l'avait vue. Dans son imagination, sans doute. Autre effet possible de son imagination, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Miss Barrow et Miss Cook cherchaient à l'éviter, qu'elle s'éloignait chaque fois qu'elle approchait. Non, ce n'était peut-être que dans sa tête. 15 personnes, et l'une d'entre elles au moins devait avoir de l'importance. Elle s'arrangea ce soir-là pour glisser le nom de Monsieur Raffil, pour voir s'il ferait réagir quelqu'un. Nul ne broncha. La jolie dame fut identifiée comme Miss Elizabeth Temple, directrice en retraite d'une école de jeunes filles très connue. Personne ne ressemblait à un assassin, aux yeux de Miss Marple, sauf peut-être Monsieur Caspar, préjugé xénophobe, probablement. Le jeune homme mince était Richard Jameson, architecte. « J'espère faire mieux demain, » se dit-elle tout bas. Miss Marple se coucha épuisée. Faire du tourisme était agréable, mais fatigant. Essayer d'étudier 15 ou 16 personnes en même temps, sans savoir laquelle pouvait éventuellement être liée à un meurtre, l'était plus encore. Il y avait dans cette affaire une telle teinte d'irréalité qu'elle trouvait difficile de la prendre au sérieux. Ces gens paraissaient tous très bien, être de simples amateurs de croisières, d'excursions et d'activités de ce genre. Elle jeta néanmoins un nouveau coup d'œil hâtif sur la liste des passagers, en inscrivant quelques remarques sur son carnet. Mrs. Risley Porter ? Aucun rapport avec un meurtre. Trop mondaine et égocentrique. La nièce, Joanna Crawford ? Pareil, très dégourdie cependant.
Il n'empêche que Mrs. Risley Porter pouvait détenir des renseignements susceptibles d'intéresser Miss Marple. Il fallait donc rester en bons termes avec elle. Miss Elizabeth Temple, une personnalité intéressante. Elle ne rappelait à Miss Marple aucun des meurtriers qu'elle avait pu connaître. En fait, se dit-elle, elle respire l'honnêteté. Si elle a commis un meurtre, ce ne peut être qu'en s'attirant la sympathie populaire, pour une noble cause, ou une cause qu'elle estimait juste. Non, cela ne cadrait pas non plus. Miss Temple savait sûrement toujours ce qu'elle faisait, et ne serait pas assez sotte pour voir du noble là où il n'y aurait que du mal. N'empêche, réfléchit Miss Marple, que ce n'est pas n'importe qui, et qu'elle pourrait exactement être le genre de personne que M. Raffil voulait me faire rencontrer pour une raison quelconque. Elle nota ses réflexions sur la partie droite de son carnet. Puis, elle considéra la question sous un angle différent. Elle avait envisagé l'hypothèse d'un assassin, mais s'il s'agissait d'une victime potentielle, qui avait le profil d'une victime? Personne, véritablement. Miss Risley Porter, peut-être. Elle était riche, plutôt désagréable. La nièce dégourdie pourrait hériter. L'anarchiste Emmeline Price et elle avaient pu s'associer dans la cause anticapitaliste. Pas très crédible comme idée, mais aucun autre meurtre plausible ne semblait s'offrir. Le professeur Wanstead, un homme intéressant, elle en était sûre, et très humain, scientifique ou médecin. Un peu tôt pour le dire avec certitude. Elle le classa néanmoins du côté de la science. Elle-même n'y entendait rien, mais ça ne paraissait pas du tout improbable. Mr. et Mrs. Butler, elle les raya de la liste, de braves Américains, aucun rapport avec quiconque aux Antilles ou de ses connaissances. Non, elle ne pensait pas que les Butler puissent être concernés. Richard Jameson, c'était l'architecte tout mince. Miss Marple ne voyait pas ce que l'architecture viendrait faire là, encore que ce fût possible, bien entendu. Une alcôve secrète? L'une des demeures qu'ils allaient visiter pouvait en receler une dans laquelle il y aurait un squelette, et Mr. Jameson, étant architecte, saurait où se trouvait la cachette. Il pouvait aider Miss Marple à la découvrir, ou inversement, et il découvrirait un corps. Vraiment, se dit Miss Marple, qu'est-ce que je peux raconter et penser comme bêtise? Miss Cook et Miss Barrow, des amies parfaitement ordinaires. Pourtant, elle était certaine d'avoir déjà vu l'une d'elles. Miss Cook, en tout cas. Ah bon, ça lui reviendrait sans doute. Le colonel et Mrs. Walker, un couple charmant, lui militaire à la retraite, ayant surtout servi à l'étranger. Une conversation agréable, mais elle ne pensait pas qu'il y aurait quoi que ce soit pour elle de ce côté. Miss Bentham et Miss Lumley, les vieilles mamies. Difficile de les imaginer criminelles, mais en tant que vieille mamie, elle pouvait connaître tous les ragots, détenir des informations, voire émettre quelques lumineuses remarques, même si elle leur venait en parlant rhumatisme, arthrite ou médecine douce. Mr. Caspar, peut-être un dangereux personnage, très excitable, à garder sur la liste pour le moment. Emmeline Price, un étudiant probablement. Les étudiants peuvent être très violents. Monsieur Raffil l'aurait-il lancé sur la piste d'un étudiant? Cela pouvait dépendre de ce qu'il avait fait, voulait faire ou allait faire. Un anarchiste patenté, peut-être. Miséricorde, laissa échapper Miss Marple, soudain épuisée. Il faut vraiment que j'aille au lit. Ses pieds lui faisaient mal, son dos lui faisait mal, et ses réactions mentales, estimait-elle, n'étaient pas à leur maximum. Elle s'endormit tout de suite, d'un sommeil entrecoupé de plusieurs rêves. Dans l'un d'eux, les sourcils broussailleux du professeur Wanstead tombaient, parce qu'ils étaient faux. Quand elle se réveilla, sa première impression fut celle qui suit souvent un rêve, la conviction que le rêve en question a tout résolu. Mais bien sûr, pensa-t-elle, bien sûr, il avait de faux sourcils, et cela expliquait tout. C'était lui, le criminel. Elle en revint à la triste réalité que rien n'était résolu.
Les faux sourcils du professeur Wanstead ne lui seraient d'aucune aide. Le sommeil l'avait, hélas, quitté à présent. Elle se redressa sur son séant avec une certaine détermination. Poussant un soupir, elle enfila une robe de chambre, sortit du lit et s'installa sur une chaise. Puis elle tira de sa valise un carnet un peu plus grand et se mit au travail. « La mission que j'ai entreprise, écrivait-elle, est certainement liée à une action criminelle quelconque. Monsieur Raffil l'a clairement indiqué dans sa lettre. Il a dit que j'avais un sens inné de la justice, ce qui m'amène nécessairement à avoir du flair pour le crime. Donc, crime il y a. Et il ne s'agit probablement pas d'espionnage, de fraude ou de vol, parce que ce sont des domaines que je n'ai jamais côtoyés, dans lesquels je n'ai aucun repère, aucune connaissance, ni compétence. Ce que M. Raffil sait de moi se limite à ce qu'il en a vu pendant la période où nous étions tous les deux à Saint-Honoré. Là-bas, nous avions affaire à un meurtre. Les meurtres qu'on voit dans la presse n'ont jamais retenu mon attention. Je n'ai jamais lu de livre de criminologie en tant que tel, et je ne m'y suis d'ailleurs jamais réellement intéressé. Non, je me suis juste retrouvé, par hasard, au voisinage de crimes, beaucoup plus souvent qu'il paraîtrait normal. Mon attention a été appelée sur des crimes impliquant des amis ou des connaissances. Ces étranges rapports avec certains sujets spécifiques existent dans la vie. Une de mes tantes, je m'en souviens, a fait 5 fois naufrage, et une de mes amies était ce que l'on appelle techniquement, je crois, prédisposée aux accidents, au point que certaines de ses proches refusaient de monter en taxi avec elle. Elle s'est trouvée prise dans 4 accidents de taxi, 3 accidents de voiture et 2 de chemin de fer. Des ennuis de ce genre paraissent arriver à certaines personnes pour des raisons qui nous échappent. Il m'est pénible d'écrire cela, mais il semble bien que le crime fleurisse tout autour de moi, même s'il ne me vise pas personnellement. Dieu merci. Miss Marple s'interrompit, changea de position, glissa un coussin derrière son dos et continua. Je dois essayer de porter un regard aussi logique que possible sur cette tâche que j'ai entreprise. Mes instructions, mon briefing, comme disent des amis à moi dans la marine, sont pour l'instant tout à fait insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes. Je dois donc me poser une question bien précise, de quoi s'agit-il au juste ? Réponse, je n'en sais rien. Curieux et intéressant. Étrange façon d'aborder les choses pour un homme tel que M. Raffil, sachant surtout combien il réussissait dans ses affaires et ses opérations financières. Il veut que je devine, que j'aie recours à mon instinct, que je me conforme et obéisse aux directives qui me sont données ou suggérées. Donc, 1. Des directives me seront données, les directives d'un mort. 2. L'enjeu de mon problème est la justice, soit pour réparer une injustice, soit pour venger le mal en le menant devant la justice, ce qui est en accord avec le nom de code Némésis que m'a donné M. Raffil. Après explication du principe de l'opération, j'ai reçu ma première directive tangible. Il a été prévu par M. Raffil avant sa mort que je participerai à l'excursion numéro 27 de Demeures et Jardins Célèbres. Pourquoi ? C'est ce qu'il faut que je me demande. Pour une raison de lieu géographique ? Un rapport ou un indice ? Une demeure célèbre particulière ou quelque chose ayant trait à un certain jardin ou au paysage qu'on y découvre ? Cela est peu vraisemblable. L'explication la plus plausible réside dans les gens, ou dans l'un des passagers de cette expédition en car. Je n'en connais aucun personnellement, mais l'un au moins doit avoir un rapport avec l'énigme que j'ai à résoudre. Quelqu'un a des renseignements ou un lien spécial avec la victime d'un crime. Ou quelqu'un est lui-même un assassin encore insoupçonné. Miss Marple s'arrêta soudain avec un hochement de tête. Elle était à présent satisfaite de son analyse, jusqu'à plus ample informée, et elle pouvait donc regagner son lit. Elle ajouta une note sur son carnet.
Ainsi s'acheva le premier jour.